oui, 25 ans, tout a changé, parce qu'évidemment maintenant ce serait un ordinateur, on taperait sur un clavier. D'ailleurs, moi j'ai une petite théorie là-dessus qui dit que quand on tape sur un clavier, on n'écrit pas. Et on tape, et on tape des mots. Et c'est pas exactement la même chose. Pour moi, il y a une sorte de relation directe entre le souffle, le cœur et la main. Et je pense que quand j'ai l'impression qu'un clavier, il me chipe les mots avant que je veuille les écrire, quoi. Et alors que quand justement j'ai bien en main mon stylo, ben je sais quand j'ai envie de ralentir, je sais quand j'ai envie de lever la plume. C'est pas pareil. Voilà. Donc à Trouville, j'ai écrit ce livre. Sinon, j'ai fait des reportages au Monde, j'en parle à Lisieux, auprès de deux chômeuses, une mère et une fille qui portaient le même prénom et qui m'avaient beaucoup touché. Voilà. Et puis j'ai fait des petits allers-retours, comme tout le monde, à Honfleur. Voilà, donc je connais un petit peu. Une année, j'étais allé à Bayeux aussi. Voilà, j'avais fait un petit peu vu des sites évidemment du débarquement. Voilà, je connais un peu la Normandie, mais disons que moi, mon enracinement, si vous voulez, il est dans le sud-ouest, il est à La Rochelle, il est à Bordeaux, il est sur l'Atlantique, cet Atlantique-là, et plus qu'ici. Merci. Prochaine question. Pendant tout ce remue-ménage au monde, vous réussissiez quand même à écrire vos romans pour vous. Alors, ou est-ce que vous aviez l'esprit trop... c'est-à-dire que les livres que j'ai publiés pendant que pendant les 5 ans où j'ai vraiment dirigé le monde, ça a été L'homme qui m'aimait tout bas et Question à mon père. Et en fait, tout à l'heure, je parlais des livres de la nécessité. Ces livres, je les ai écrits, pas tellement parce que j'avais envie de les écrire, mais parce que je n'ai pas pu faire autrement que de les écrire. Et c'était pas le bon moment, mais il n'y aurait jamais de bon moment. Et c'est vrai que moi, je suis devenu président du groupe Le Monde, donc avec vraiment les vrais soucis qui sont arrivés en janvier 2008, et mon père s'est donné la mort en mars 2008. Et ma réponse, je crois que si je n'avais pas écrit L'homme qui m'aimait tout bas, je crois que je n'aurais pas pu faire mon boulot, tout simplement. Et que j'ai eu besoin, je me souviens, parce que pendant une semaine, j'ai pas pu parler, j'ai rien pu dire de ce qui était arrivé. Et tous les soirs, j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit en 8 jours, hein. Je l'ai écrit, j'ai commencé un dimanche et j'ai fini un dimanche. Donc c'est un livre bref, c'est un livre qui d'ailleurs n'avait pas vocation au départ à être un livre. C'est un texte que j'écrivais parce que je n'avais pas d'autre moyen d'essayer d'adoucir, si c'était possible, cette déflagration dans tous les sens du terme. Et c'est une discussion encore une fois avec Antoine Gallimard où il m'a dit qu'est-ce que vous avez fait quelque chose, et je lui ai montré ce texte et il m'a fortement incité à le publier alors que moi j'étais hésitant. Et puis finalement, je crois qu'il a bien fait de me dire ça. Et Question à mon père est venu dans la foulée parce que j'avais l'impression sinon, la mort de Michel a fait que, et comme Maurice n'était pas en très bon état, je me suis dit qu'il y avait quelque chose là d'important, et ce que je disais tout à l'heure, la différence entre écrire pour un mort et pour un vivant était tellement forte que je me suis lancé dans l'écriture de Question à mon père. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je n'ai pas écrit de roman pendant que j'étais directeur du Monde. Ça, je n'avais pas la force de ça. Et Le dos crôlé, qui est paru en septembre dernier, est un livre que j'avais écrit avant la mort de mon père, que j'avais écrit dans les années 2006, 2005, 2006, 2007, et que je n'avais pas publié parce que je vais plus vite à écrire qu'à publier. J'ai des textes qui sont prêts, mais qu'un jour je publierai, mais pas tout de suite. Alors j'en ai pas comme Amélie Nothomb 40, hein, mais j'ai un texte qui est fini et un autre qui est bien avancé. Mais voilà, donc, mais pendant cette période où je dirigeais le Monde, j'ai écrit que ce qui me paraissait de l'ordre de la nécessité. Et votre père devait être content que vous travailliez au Monde, puisque... Ah oui, pour lui ça a été une grande fierté, même s'il ne disait pas grand-chose là-dessus, en tout cas pas à moi. Mais pour lui, oui, c'était, je pense que il n'a pas oublié le geste qu'il avait fait de me mettre le monde dans les mains. Et souvent, il me disait ça, il me disait, tu te rends compte le chemin? Mais bon, il disait ça, et il me disait surtout qu'il fallait que je reste comme j'étais, parce que c'était pas la peine pour autant de prendre la grossette. Et c'est vrai que je pense que ces leçons de vie qu'il m'a données, je crois qu'elles ont porté, je veux dire par là que c'est vrai que je me suis jamais pris pour quelqu'un qui était un homme de pouvoir ou qui était quelqu'un d'important. J'ai essayé de faire du mieux possible cet exercice qui n'était pas évident de diriger le journal dans cette période-là de son histoire. Mais c'est vrai que j'ai toujours pensé à mon père, et d'ailleurs quand il s'est donné la mort en mars, peu de temps avant, il m'avait envoyé un petit mot après
un portrait, une interview que j'avais donnée dans l'Express, et il me disait, bon, ben voilà, t'es arrivé. Et après, rétrospectivement, je me suis dit qu'il avait attendu que je sois là pour partir, considérant que, voilà, c'était... Enfin, moi, je trouve que c'était pas une bonne idée, mais enfin, c'est comme ça, probablement que dans sa tête, des choses se sont mises. Quand vous écrivez un roman, est-ce que vous travaillez tous les jours? Est-ce que vous travaillez comment? Alors, on a bien compris l'histoire du vélo, ça j'ai bien compris quand un coup de pédale. Oui, c'est vrai. Mais sinon, c'est tous les jours, avec des horaires bien définis. Alors ça, non. Je sais que, alors, autant d'écrivains, autant de manières d'écrire, évidemment. Hein. Moi, je sais que j'ai des amis écrivains qui sont quasiment à la même heure, au même endroit, avec les mêmes rituels. Bon. Moi, ça, j'arrive pas à faire ça. Parce que je trouve que c'est trop mécanique. Enfin, je n'aime pas m'enfermer dans quelque chose. Je pense que je suis très rigoureux dans mon écriture, mais que cette rigueur, elle vient précisément du fait que je ne m'impose pas un carcan d'horaire ou de, comment dire, oui, de rituel. C'est-à-dire que, vous voyez, là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais j'aurais pu écrire dans le train qui m'a amené à Caen tout à l'heure. J'écris dans les trains, j'écris dans des cafés, j'écris dans des endroits où je suis, j'écris chez moi aussi, évidemment. Mais chez moi, ça veut dire que j'écris quelquefois dans ma chambre, j'écris quelquefois dans mon bureau, j'écris dans mon jardin. Bon, enfin, j'aime bien cette idée qu'il n'y a pas un lieu où il faut absolument que je sois pour écrire. Je trouve que c'est une liberté. Et puis alors ça, probablement que ça vient du journalisme. C'est qu'un jour, je me souviens, mes premiers reportages en Afrique, je prenais toujours des vols de nuit pour rentrer vers la France, et j'écrivais mes papiers sur les menus d'Air France. Et donc au dos des menus, à l'époque c'était des grands menus, maintenant il n'y a plus rien à bouffer. Mais je vous parle de ça il y a longtemps. Je me souviens des grands menus qu'ils distribuaient, et c'était une grande page blanche. Et avec ma petite écriture, je ne les ai pas gardés malheureusement, enfin bon, je ne suis pas un fétichiste de mes écrits, mais j'écrivais mes reportages comme ça, et je me souviens aussi de reportages. Une année, j'ai été témoin d'une tentative de coup d'État à Madagascar, et les lignes internationales ont été coupées jusqu'à 3 h du matin. J'ai écrit mes feuillets, c'était les feuilles volantes de l'hôtel, pour raconter un peu tout ce qui s'était passé dans la journée. J'étais fatigué parce que j'étais allé partout, la situation était quand même assez confuse. Et à un moment donné, j'étais sur une terrasse, et il y a eu un grand coup de vent, et mes feuillets sont partis comme ça. Je le raconte dans le livre, je suis allé pêcher, les rattraper, bref. Et puis, donc, je les ai retrouvés, et à 3 h du matin, la ligne s'est rouverte, et j'ai pu dicter mon article. Alors ça, c'est un truc complètement anachronique, c'est qu'il y avait des sténos à Paris, et qui prenaient leur poste à 22 h jusqu'à 4 h du matin, et je dictais mon papier. Et ce qui était fou, c'était donc là, ça durait un certain temps quand même pour épeler en plus les noms malgaches, les épeler, les ponctuations, etc. Donc je m'entends encore lire mes papiers. Et ce qui était formidable, c'est que les sténos, alors elles étaient toutes des bonnes sténos, mais il y en avait qui étaient particulièrement bonnes, c'est-à-dire que quelquefois elle vous disait, vous êtes sûr là? Ah oui, et elle vous suggérait d'enlever un mot ou de préciser des trucs, ça c'était très bien. Et voilà, et donc je me souviens de ce coup d'État à Madagascar. Du coup, on a été les premiers, Le Monde, mon papier est arrivé au milieu de la nuit, et du coup, dans l'édition du début d'après-midi, on a été les premiers à dire qu'il y avait eu une tentative de coup d'État. Donc tout ça pour vous dire que j'ai appris à cet exercice très souple d'écrire un peu n'importe comment. Alors, bien sûr, j'aime bien être à mon bureau pour écrire, mais c'est pas obligé, quoi. Voilà, j'en fais pas une règle absolue. Maintenant, est-ce que j'écris tous les jours? Non. Alors là, je vais me lancer dans un de mes paradoxes préférés, mais qui correspond, je crois, au-delà de la boutade à une réalité. Une fois, je vous ai dit que j'écris de façon très instinctive. Je pense que lorsque j'écris, tout est déjà fini. C'est-à-dire que je crois que quelque chose en moi sait ce que je vais écrire. Alors c'est peut-être, je ne suis pas freudien du tout ou quoi, mais je ne sais pas si ça descend de l'inconscient au conscient, j'en sais rien. Mais et d'ailleurs ça fait, comment dire, partie de la réflexion qu'on peut avoir sur le process de création littéraire. Moi souvent je dis j'en sais rien, je ne sais pas vraiment. Et si je me plonge un peu là-dessus, je me dis peut-être qu'en moi, il y a un certain nombre de livres qui existent, et qu'un jour, il y a une lumière qui va les éclairer, qui va faire que je vais les écrire. Mais peut-être qu'il y en a d'autres, à ma mort,
ou qu'un jour j'aurai fini et qu'ils n'arriveront pas à sortir. Donc il faut un déclencheur, il faut qu'à un moment donné, il y ait un élément qui va vous faire écrire. Comme je parlais de Korsakov tout à l'heure, d'apprendre l'existence de cette maladie très romanesque qui vous fait vous inventer un destin, ça a été un déclencheur. Je me souviens du roman dont Isabelle a parlé tout à l'heure, Caresse de rouge. Caresse de rouge, c'est un roman que j'ai vu par la fin. C'est-à-dire que c'est une image qui m'a obsédé. L'image d'un homme dont on ne sait pas très bien si c'est un homme ou une femme, qui vient s'accuser d'un meurtre. Et cette image était tremblée, et elle est devenue de plus en plus précise. Et je me suis dit, mais ça, voilà, ça c'est une histoire, il faut que je la raconte. Il faut que je raconte l'histoire de cet homme qui est peut-être une femme. Mais simplement, je n'avais pas le que du début d'une phrase. Et je ne savais pas comment j'allais arriver à ce personnage-là. Donc il a fallu que je parte de quelque chose d'un point très normal, d'un assureur dans Paris, et puis pour arriver à ce point. Donc il y a un côté funambule de l'écriture, et je pense qu'elle doit rester ça. Il y a quelque chose de funambulique, où on a toujours l'impression qu'on peut tomber, qu'on va peut-être pas y arriver. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus excitant quand on écrit. Si, encore une fois, alors c'est pour ça que c'est paradoxal, c'est probablement que tous mes romans sont quelquefois, quand je les démarre, il y a quelque chose qui est déjà accompli en moi, mais que cet accompli, je ne le connais pas encore, mais que je vais le dérouler, et qu'il y aura une sorte de hasard qui va... Pourquoi cette phrase plutôt qu'une autre, pourquoi ce personnage fait-il ça, ou plutôt autre chose, etc. Oui, madame. Qu'en pensez-vous du dossier syrien? Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui veut devenir journaliste? Où êtes-vous? D'accord. Alors, qu'est-ce que je conseillerais à un jeune qui veut être journaliste? Eh bien, je pense que ce métier qui a changé de forme, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'écrit plus un papier, on écrit des articles, on les fait pour le numérique, on les fait sur du papier, on les fait pour un iPhone, pour un iPad, on fait du son, on fait des images, enfin bref, c'est un métier qui a complètement explosé dans ses modalités, qui s'est profondément accéléré, le temps s'est vraiment accéléré. Eh bien, je pense que s'il a changé de forme, il n'a pas changé de sens, il n'a pas changé de finalité. Autrement dit, c'est un métier où le moteur, c'est toujours la curiosité, c'est toujours l'envie de comprendre, l'envie de connaître et l'envie de transmettre. Donc ça veut dire être une éponge qui s'imbibe du réel, et puis à un moment donné qui a envie de déverser son contenu, de le donner au lecteur, d'essayer de le rendre plus sensible, plus intelligent, plus... Voilà, donc c'est un métier de passeur, d'un intermédiaire, de quelqu'un que ce soit avec un stylo, que ce soit avec un ordinateur, au fond, c'est la même chose. Donc pour moi, le journaliste, c'est ne jamais se priver d'une occasion d'agrandir son univers, d'agrandir son horizon. Et je crois que quand on est jeune comme toi, et si on a envie de faire du journalisme, il sera toujours temps de resserrer le jeu. Mais d'abord, il faut tout prendre, tout sert. Ça peut être un concert, ça peut être une campagne électorale, ça peut être une lecture sur l'économie, ça peut être une conférence sur la géopolitique, sur la Syrie, parce que si on parle bien un mot sur la Syrie. Voilà, je pense qu'on se nourrit de tout ça, parce que le réel, c'est ça, c'est tout. Et la réalité, elle distribue ses cartes dans le désordre. On peut parler de choses très intimes et puis de choses universelles, etc. Bon. Donc pour moi, c'est une école de curiosité. Et après, de façon plus pratique, je pense que pour être un bon journaliste, il faut une bonne formation générale, une bonne culture générale. Moi j'ai fait Sciences Po, j'apprends qu'il n'y aura plus d'épreuves de culture générale, je trouve ça un peu absurde. Parce que la culture générale, c'est précisément le passeport pour la curiosité. C'est de se dire que tout est utile. Voilà, il y a des livres derrière moi, devant vous. Mais tout est intéressant parce que on se remplit. La vie est tellement grande, tellement riche, et donc voilà, c'est un appétit de l'autre, c'est un appétit de ce qui ne nous ressemble pas. Après, je pense que quand il y a des écoles maintenant évidemment de journalisme qui sont des très bonnes écoles, mais je pense que ça ne suffit pas. Une école, elle vous apprend une technique. Moi j'ai appris la technique à Sud-Ouest, à savoir calibrer un article.
S'il faisait 2000 signes, il n'en faisait pas 3000, et puis un titre, il est sur 2 colonnes, ou sur 3 colonnes, ou sur 2 lignes, ou sur 3 lignes. Bon, ça, c'est des choses qu'on apprend, de travailler vite, d'écrire vite, etc. Mais en revanche, là, ce dont on est fait, c'est pas de technique, c'est d'une relation au monde, précisément. Et cette relation au monde, je pense que plus on a ouvert justement son compas, qu'on a étudié des choses assez générales, mieux c'est, tout en ayant acquis une rigueur, parce que le journalisme, justement, c'est pas de la littérature. Et je dis pas que la littérature n'est pas une rigueur, mais c'est un autre genre de rigueur. La rigueur du journaliste, qu'est-ce que c'est? C'est le refus du bavardage, le refus des épanchements, c'est donner de l'information. Et c'est de la faire comprendre, de la mettre en perspective, d'être capable, en fait, moi je disais toujours ça au Monde, à des journalistes quelquefois dont je trouvais que les articles étaient bons, mais qu'ils étaient un peu trop, ils excluaient un peu le lecteur. Il manquait de 2 ou 3 phrases qui font une pédagogie, qui permettent justement d'être dans le film. Et je disais toujours, mais considérez que votre lecteur, il a passé 6 mois sur la planète Mars et il vient de tomber sur le journal. Et donc, il doit comprendre ce que vous lui dites. S'il ne comprend pas, c'est que vous n'avez pas fait l'effort de le prendre par la main et de lui raconter bien quels sont les enjeux d'un dossier. Bon. Et pour ça, il faut l'avoir soi-même compris. Donc, il faut avoir beaucoup travaillé. Et donc, voilà ce que je peux dire sur l'envie de journalisme. Pour moi, elle peut se satisfaire, se préparer par des études assez généralistes. Après, on peut se spécialiser. Alors, ça peut être des langues, ça peut être de l'histoire, ou du droit, ou de l'économie, que sais-je. Après, c'est en fait, apprendre, c'est toujours apprendre à réfléchir. C'est toujours apprendre à apprendre. Et d'ailleurs, le système scolaire, quelquefois, est assez faible dans ce domaine, en tout cas a des carences, parce que c'est pas tant apprendre par cœur, ou c'est apprendre à réfléchir soi-même, à penser soi-même, et après à ordonner, à hiérarchiser, à comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Et bien dans un article, ce qui est important vient d'abord, et ce qui l'est moins vient après, c'est aussi bête que ça. Mais quelquefois, je lis des articles, et l'information, elle est tout au bout, dans le dernier paragraphe du papier. Et ça aurait dû être le début, ça devrait être l'attaque. Bref, il y a des choses comme ça dont on se rend compte. Et puis, c'est encore une fois aussi l'envie de la rencontre, l'envie d'être un peu bousculé dans sa propre vie, parce qu'on est souvent témoin de choses qui font qu'on n'est plus exactement le même. Moi, toutes ces dizaines et des dizaines, ces centaines de reportages que j'ai fait en Afrique, en Amérique latine, dans les pays de l'Est, je pense qu'ils m'ont changé. Ils m'ont changé parce qu'ils m'ont permis de relativiser plein de choses sur justement ma vie, la mienne, et puis celle des autres. Et comment un paysan russe ou un paysan brésilien, à une époque j'ai fait beaucoup ça, je voyais bien la différence entre un paysan français et un paysan allemand. Voilà, donc c'est être capable de voir toute la diversité et donc la complexité du monde. Oui. Alors j'ai bien aimé votre livre Caresse de rouge. Et vous avez dû connaître un assureur parce que la description de l'assureur, là c'est tout à fait cela. Voilà. Donc c'est très précis. C'est gentil de me dire ça, ça me touche beaucoup. Simplement, je vais vous dire une chose que je pourrais dire aussi pour Territoire Fragile, et vous allez comprendre pourquoi. C'est que, non, je ne connais pas particulièrement l'assurance. C'est l'idée que je m'en faisais. Donc, mais personne, l'assureur. Oui, mais il m'est arrivé une chose qui était très troublante. Quand j'ai publié Un territoire fragile il y a quelques années, j'ai été contacté par l'ambassade de Norvège en France, la conseillère culturelle, et qui m'a dit « Mais comment connaissez-vous aussi bien les Norvégiens et l'âme de la Norvège ?» Et je suis resté blanc, et j'ai fini par lui dire « Écoutez madame, je ne suis jamais allé en Norvège, et je ne connais pas la Norvège. » Et elle était sidérée, et en fait, je sais que ça arrive à d'autres écrivains. Quelquefois, il ne faut pas connaître quelque chose pour en parler. Je ne sais pas trop comment dire ça. Mais j'avais une idée de la Norvège. Pour moi, la Norvège, ce côté blanc de Bergen, le blanc des cartes, c'était pour moi, et puis il y avait le nord côtier, etc. Mais donc je m'étais fait représenter ce qu'était la Norvège, et cette dame m'a appelé pour me dire ça. Et du coup, elle a été un peu interloquée, elle a dû croire que je me moquais d'elle, mais je ne me moquais absolument pas d'elle, je n'étais pas allé en Norvège. Alors que quand j'ai écrit Nordette, j'étais en effet allé au Brésil, quand j'ai écrit Cœur d'Afrique, j'étais allé en Afrique. Mais donc, sur l'assureur dans Caresse de rouge, il était ma représentation, cette manière d'essayer de prendre en... Enfin, j'ai essayé d'humaniser, j'ai essayé de faire de cet homme
quelqu'un qui justement a de l'empathie pour ses clients, qui ne veut pas en avoir trop, qui veut tous pouvoir les nommer par leur nom, et parce que précisément pour montrer que pour eux, ils ne sont pas des dossiers, ils sont d'abord des gens, etc. Mais voilà, ça. Mais j'aime bien quand, à mes yeux, un personnage sonne juste. C'est un peu comme un instrument de musique qu'on règle, et puis à un moment donné, il dit tiens, la note a l'air assez juste. Mais ce qui peut paraître surprenant, et moi qui est toujours un enjeu pour moi quand j'écris mes romans, c'est d'abord que jamais aucun roman ne me garantit la réussite du suivant. Jamais. C'est pas parce qu'il y a un roman dont les lecteurs vous disent ah ça on a aimé, etc., que vous allez réussir l'autre. Il n'y a pas de recette. Et donc je me sens toujours un apprenti de moi-même à chaque fois que je reprends la plume pour me lancer dans un roman. Ce qui peut paraître aussi curieux, c'est que chaque roman pour moi, c'est d'abord une déception. Quel que soit l'accueil, c'est pas là une question de la critique ou de savoir s'il va obtenir un prix ou pas. C'est une déception parce que pourtant j'y passe du temps, j'y mets toute mon énergie, surtout d'ailleurs à réécrire souvent. C'est pas tant d'écrire, c'est de corriger, de couper. Je suis plutôt quelqu'un qui écrit assez long et puis après qui coupe. Eh bien, il y a toujours la déception, elle vient toujours du fait que entre ce que j'ai imaginé de ce que serait le roman et de ce qu'il est au bout du compte, il y a toujours un décalage. Et ce décalage, il n'est jamais sur le haut. Il est toujours l'idée que c'est un peu moins bien que ce que j'avais en tête. Et je pense que probablement, ce qui me pousse toujours à recommencer, c'est que de me dire que peut-être, l'autre jour j'ai vu Michel Déon qui a maintenant 93 ans, qui est frais comme un gardon. Je me dis, ben, quand j'aurai l'âge de Michel, peut-être que je pourrais me dire que là j'y suis presque. Laissez-moi encore 30 ans de plus et j'y serai. Un père tunisien, vous avez un père marocain. Oui. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe dans cette partie du monde, sachant qu'après il y a bien entendu la Libye, l'Égypte, la Syrie. Oui, oui c'est une question évidemment qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, comme vous dites, la Tunisie, le Maroc, j'ai réalisé à un moment donné que la Méditerranée m'avait traversé avant même que je la traverse, puisqu'elle est dans mon sang. Et même quand on est adopté, on a aussi d'une certaine manière le sang et la mémoire de celui qui vous a adopté, et puis dans le sang de Maurice Maman du Maroc évidemment. Moi je pense que ce qu'on voit notamment en Tunisie, en ce moment cette espèce de la boîte se referme, et c'est comment dire, je vais vous répondre de la manière suivante. Il y a 2 ans, j'ai eu une longue discussion avec Jean Daniel, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui a fondé Nouvel Observateur, qui a des liens avec la Tunisie, avec l'Algérie. Bon. Et il me disait, comment dire, l'aspiration des peuples à la liberté est toujours quelque chose de très fort. Et une fois qu'ils l'ont, ils ne savent jamais quoi en faire. Et ils se recréent des prisons. Et finalement, bien sûr, il y a un soulagement sur le coup. On dit, voilà, les dictateurs sont tombés, Kadhafi est tombé, Moubarak est tombé, etc. Ben Ali est tombé. Et puis, ressurgissent, vous voyez un islamiste qui est à Londres, et puis qui tout d'un coup se retrouve à Tunis, et puis on voit la diffusion d'un film qui devient objet d'un débat incroyablement rétrograde en Tunisie. Qui est un pays, enfin moi je connais bien la Tunisie, j'ai pas connu la Tunisie de Bourguiba, seulement la fin, mais c'est vrai que c'était un pays assez progressiste, notamment pour les femmes, sur le droit, vous devez tous connaître la Tunisie, mais voilà, donc si vous voulez, ce qui m'inquiète, moi, dans ces pays arabes, c'est de voir que, une fois de plus, l'aspiration à la liberté sera après confisquée et sera remplacée par une autre intolérance, par une autre forme de dictature. Alors il y a ceux qui avaient des barbes, enfin ceux qui n'avaient pas de barbe, maintenant il y aura ceux qui ont des barbes, mais au bout du compte, c'est toujours les peuples qui se font avoir. Et ça, est-ce qu'il y a une fatalité là-dedans? Est-ce qu'il y a comment faire que ce ne soit pas de cette manière-là, que les issues soient différentes? Moi-même, je n'en sais rien évidemment, mais je suis frappé du cynisme aussi. Monsieur m'a questionné sur la Syrie tout à l'heure. Moi j'étais à Moscou il y a 1 mois et demi, et j'ai rencontré pas mal de diplomates, et j'essayais de comprendre, je leur demandais mais pourquoi cette position au Conseil de sécurité, sur les résolutions, sur les interventions, etc.
Et les réponses que j'ai eues de mes interlocuteurs russes, c'était de dire, mais nous pensons que le régime syrien va s'effondrer, qu'il s'effondrera tout seul, et que ce n'est pas la peine d'intervenir. Et donc, entre-temps, c'est pas la peine, ça veut dire que des centaines de milliers de personnes peuvent mourir. Mais il y a des espèces de monstres froids qui sont des États et des gouvernants qui peuvent considérer qu'à un moment donné, l'idée d'intervenir est superflue. Donc là, il y a vraiment une forme de cynisme qui s'exerce. Le dernier point sur ces révolutions qu'on a dit arabes, là encore, et ça ce serait un bon sujet journalistique, je dis au jeune homme là, ce serait d'enquêter sur savoir si ces révolutions arabes, pourquoi les a-t-on appelées les révolutions arabes alors qu'on aurait dû les appeler les révolutions arabes et berbères. Et ça, c'est aussi quelque chose, je trouve, de très occulté dans la réalité du Maghreb et de cette région du monde. C'est que les Berbères étaient les occupants de l'Afrique du Nord avant les Arabes, avant les Français, avant tous ceux qui sont venus. Et l'histoire des Touaregs au Mali, qui sont des Berbères aussi, et l'histoire de la Tunisie, de la Libye, le rôle des Berbères a été très important dans la révolution libyenne, dans toutes ces révolutions. Et on les a occultés. Alors j'ai vu que le roi du Maroc avait reconnu la langue berbère il n'y a pas longtemps, l'a inscrit dans la Constitution. Notez que Mohamed VI est le seul qui s'est à peu près maintenu dans ce système. Mais les Berbères ont une culture bien à eux, qui irrigue la culture musulmane, la culture, tout ce qui est la culture d'Afrique du Nord. Et je suis un peu triste de voir que ça n'a pas été suffisamment souligné et c'est donc le ferment de nouvelles dissensions. Parce qu'encore une fois, les Touaregs qui se révoltent en ce moment sont des Berbères. Et revendiquent aussi cette identité berbère qui traverse l'ensemble du territoire et l'ensemble des territoires, parce que vous avez des Berbères en Kabylie, bien sûr, vous les avez dans le sud du Maroc, vous les avez beaucoup sont partis vers Israël dans les années 60, mais il y en a encore, et puis vous avez aussi les Berbères de Tunisie. Et ça, il y a un drapeau berbère, il y a une langue berbère, mais il n'y a pas une nation berbère. Et je pense que c'est un élément très important, très intéressant et sous-estimé dans la compréhension des révolutions arabes et des revendications. Il y a des chrétiens aussi, hein, un peu de tout, il y a des chrétiens, bien sûr. C'est un mélange, une sorte de melting pot. Il y a l'histoire de Scipion l'Africain, Hannibal, Rome, l'influence bien de sûr. Rome. Bien sûr. Il y a une question ici aussi. Oui, j'avais deux questions. En fait, je m'interrogeais sur les activités de journaliste aujourd'hui. Je voulais savoir si c'était une page qui était tournée, même si en vous écoutant, on a l'impression qu'une fois qu'on a été journaliste, c'est pour la vie. Et puis ma deuxième question, c'était le regard que vous portiez sur un média comme le Huffington Post, parce qu'en écoutant Anne Sinclair présenter ce nouveau média, on avait l'impression que c'était un média qui devait être un peu plus engagé que ce qu'est la presse française habituellement, un média un peu plus à l'américaine, et du coup ça me faisait penser à ce que vous disiez sur le livre de Péan et Cohen sur le monde, et donc je me demandais à quel point on pouvait risquer de revenir vers les excès qui avaient été dénoncés à l'époque dans ce livre. Bon, c'est des questions pertinentes. Alors la première, je pense que dans mes réflexes, je suis toujours un journaliste, c'est-à-dire qu'il m'arrive même quelquefois le matin de me demander quel édito je vais écrire. Mais au fond de moi, j'ai tourné cette page assez sereinement. Je veux dire par là que pendant 30 ans, je l'ai pratiquée à haute dose, et j'en ai été vraiment repu, j'allais dire. Et puis une fois que l'aventure du monde s'est terminée, j'avais pas devant moi une autre aventure qui se présentait et qui pouvait me faire vibrer comme m'a fait vibrer l'histoire du monde. Donc le journalisme pour moi se limite aujourd'hui à des collaborations, des sollicitations ici et là de journaux français et étrangers quand ils veulent avoir mon regard à la fois de journaliste et d'écrivain.